Alors, bon, moi, je crois qu'on peut commencer, comme ça fera venir les dernières personnes. Alors, avant qu'on commence, bah, je nous présente, hein, Michael Sicotelli, qui est notre journaliste d'investigation, hein, spécialisé dans les relations avec les partenaires sociaux, euh, qui en Et en dira peut-être matière un de peu plus sur protection lui, sociale. voilà, et en matière de protection sociale, docteur de son État. Et donc, moi, je suis Léo Littet, juriste à Tripalio, et je suis également docteur en droit de la santé, et je suis plutôt spécialiste du côté de l'analyse juridique des conventions collectives. Euh, alors, avant de nous plonger dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, donc je rappelle à tous nos spectateurs que Tripalio, c'est à la fois une publication de presse quotidienne sur l'actualité de la protection sociale complémentaire collective, et c'est aussi une base de données à jour des accords santé prévoyance dans les conventions collectives, et on propose des outils de géolocalisation, de comparaison de la conformité des offres santé avec les CCN. euh, Tous ces produits sont disponibles sur Tripalio, donc les personnes qui ne connaissent pas encore peuvent parfaitement nous contacter pour échanger sur le sujet. N'hésitez pas tout au long de la présentation qui va durer une demi-heure à peu près à nous dire si jamais vous avez il y a des coupures de son, des problèmes, n'hésitez pas à le signaler par écrit ou à nous poser vos questions et on prendra tout cela en compte tout au long de notre échange. Alors aujourd'hui, on est là donc dans notre émission le pouls des CCN numéro 2. On est là pour parler de faire un état des lieux un petit peu de la santé collective dans les hôtels, cafés, restaurants et de la prévoyance collective dans la convention collective des services à la personne. On va commencer par les hôtels, cafés, restaurants parce que je crois que c'est un sujet qui est important pour tout le monde. Et on vous propose avec Michael de vous refaire un point sur la situation dans ce secteur qui peut paraître pour les personnes qui ne sont pas habituées à s'y frotter un peu obscur. Donc, Michael, à toi la parole si tu le veux, et puis on répondra à vos questions si vous en avez. Et merci Léo pour cette présentation. Effectivement, les HCR qui peuvent avoir un abord assez complexe, euh, d'autant que d'un point de vue conventionnel et du droit conventionnel de cette CCN, en frais de santé surtout, les choses sont assez obscures, puisque quand on prend la convention collective sur Légifrance, eh bien, on peut que constater que les dernières choses qui ont été faites datent de 2022, et en l'occurrence, il s'agissait du fameux accord, et que depuis, rien n'a eu lieu. Alors qu'en fait, beaucoup de choses ont eu lieu depuis. Donc effectivement, s'en remettre purement au droit conventionnel dans cette CCN est un peu compliqué. Pour un rappel assez bref sur justement ce dont il était question en 2022, eh bien c'est ce fameux accord qui avait été signé par le GHR, qui à l'époque c'était les deux composantes du GHR d'ailleurs plus précisément, et la totalité des syndicats de salariés. Donc un Le accord. GHR, on est d'accord, le GHR, c'est l'organisation patronale qui fait face un petit peu à l'UMIH. Ben, en fait, effectivement, à l'époque, il y avait deux organisations, c'était le GNI et le SNRTC, mais depuis, ils se sont réunis dans le GHR. C'est effectivement une organisation qui, euh, dans l'état actuel des choses, représente 38% en termes de représentativité patronale dans cette CCN. Hmm. L'autre gros morceau, c'est l'UMI, qui a un peu moins de 48. Et on a également le GNC, qui lui représente les grandes entreprises, les grandes chaînes hôtelières, qui est à environ 11%. Ça, c'est dans l'état actuel des choses. Et donc, effectivement, en 2022, on avait eu cet accord signé qui avait eu pour conséquence en particulier de faire augmenter très sensiblement la cotisation au régime. Et ça avait fait une brouille paritaire assez considérable au sein du patronat, parce que les salariés et les syndicats salariés étaient tous favorables à cet accord.
Mais bon, bref. Et puis ensuite, effectivement, de proche en proche, d'accords reproposés début 2023 à la signature en nouvelle promesse de dénonciation, enfin d'opposition patronale à l'extension, de dispute en dispute. On a fini effectivement par se trouver dans une situation de détricotage complet de la mutualisation Mm. frais de santé, au sens où on l'entend, d'ailleurs mutualisation paritaire, puisque je vais y revenir, mais il existe toujours des mutualisations, mais elles ne sont plus gérées comme on l'entend généralement dans les conventions collectives au niveau de la CPPNI. Et donc effectivement, on a reparlé récemment de cette mutualisation frais de santé parce que l'UMI, qui donc était tout à fait opposé et s'est opposé avec les chaînes hôtelières à l'extension de l'accord de juin 2022, puis ensuite avait réaffirmé son opposition à cet accord au début de l'année 2023, quand il avait été reproposé, eh bien, l'UMI a structuré un accord avec Colonna. Colonna qui avait effectivement qui était l'ancien gestionnaire partenaire de Malakoff et Clésia sur le régime conventionnel, qui a ensuite été évacué par Clésia et Malakoff pour diverses raisons, hein, différents, etc. Bon, on en avait longuement parlé dans nos colonnes, qui a été évacué donc au 1er janvier 2024, mais qui connaît effectivement assez bien le secteur, et qui, en compagnie de la Mutuelle Générale, a noué un partenariat avec l'UMI pour créer l'offre UMI Vitalité. Offre UMI Vitalité qui a pour fondement, notamment en termes de paramètres, de garantie, qui est davantage fondé, mais pas tout à fait, qui ne colle pas tout à fait, hein, à l'accord de 2010, sauf erreur de ma part, 2010 ou Mhm. 2012, je crois que c'est 2010, c'est ça? 2010, ouais. 2010, et on a effectivement une offre qui tient, dont l'intérêt tient notamment à ce que son tarif est à 1,2% du PMSS, là où l'offre Malakoff Humanis Clésia, gérée désormais par Vivinter, ça avait également fait couler beaucoup d'encre. Cette offre-là est sur un taux conventionnel de 1,37 qui, jusqu'à cette année, était appelé à 1,28. On Mm. avait un taux d'appel inférieur, justement, parce que l'offre UMI Vitalité risquait fort. Et puis pas seulement, hein, parce qu'il y a eu aussi toute une série d'offres qui se sont lancées à un tarif inférieur à 1,37 du Ah oui. PMSS. Et donc, évidemment, il y avait des risques enfin des risques pour Clésia et Malakoff, de pénétration du marché par des acteurs, soit qui n'y étaient pas vraiment, sur lesquels ils n'étaient pas, soit par humilité. Et donc, effectivement, ce printemps, ou au printemps dernier, là, il y a quelques semaines, eh bien, Clésia et Malakoff ont dû, avec les partenaires sociaux qui gèrent l'offre HCR Bien-être, c'est-à-dire les syndicats de salariés et le GHR, eh C'est bien, ils ça, se sont on est d'accord, l'offre HCR Bien-être, elle est fondée sur l'accord collectif qui a été signé en 2022. tout à fait. D'ailleurs, il s'agit tout de même de préciser qu'elle est évidemment un peu plus chère, mais qu'elle emporte aussi des garanties un peu améliorées, notamment et également des clauses de solidarité, enfin des actions de solidarité, etc., euh, quand même un peu meilleures que celles, enfin d'ailleurs pas meilleures, mais qui n'existent pas nécessairement dans l'accord, dans la Oui, version oui. précédente de l'accord. Donc il faut aussi, c'est pas pour rien non plus que le tarif est quand même plus cher. Mais c'est pas que pour ça non plus, c'est aussi parce que cette mutualisation-là comporte aussi des entreprises où la sinistralité est un peu plus élevée, puisque Mm. l'offre Univitalité cible surtout les petites entreprises où la sinistralité est moins élevée. Mais donc, quoi qu'il en soit de ces aspects-là, la cotisation a été rehaussée. La cotisation AHR Santé a été rehaussée au niveau conventionnel, n'est-ce pas? Ça s'est fait en cours d'année, puisque c'était à 1,30, ça avait été maintenu au 1er janvier
au taux conventionnel. À l'époque, sauf erreur de ma part, seuls les taux, il y avait eu des hausses de taux dans l'offre HR bien-être, mais qui étaient sur les options. Et Mhm. en revanche, le salarié isolé n'augmentait pas. Et là, on a eu donc effectivement au 1er avril un passage au taux conventionnel. Donc il y a effectivement 1,37 pour l'offre HR bien-être de Qui est fait, assuré par qui est Malakoff Malakoff Humanis Ecclesia. Ecclesia, Faut bien, et, bien et, et qui, clarifier. et qui de fait demeure l'offre la plus répandue. Voilà, parce que même s'il y a eu indiscutablement les, les partenaires sociaux qui gèrent cette offre et ces deux assureurs ne veulent pas trop communiquer là-dessus, mais indiscutablement, il y a eu une érosion de la mutualisation depuis maintenant 2 ou 3 ans, mais il n'empêche que ça reste quand même l'offre de référence, hein, inévitablement, puisqu'elle a elle a la tradition, elle a le passé, entre guillemets, pour elle. Et l'offre Umi-Vitalité, elle, continue, et qui est gérée donc par le tandem Umi côté partenaires sociaux, uniquement l'UMI, et Colonna Voilà. Mutuelle Générale côté assureur. Et donc cette offre-là n'a pas vu son tarif augmenter. Donc on a là quand même un écart assez notable qui s'est créé, n'est-ce pas, au 1er avril, entre les deux offres. Bon, c'est ainsi. À voir ce que ça donnera en termes de mutualisation, de rééquilibrage des mutualisations, des rapports de Mm. force, mais en tout cas, la situation est celle-ci. Autre élément, et ça c'était aussi assez intéressant à noter pour la suite des choses, on était là, on l'a vu hein, récemment, on a eu les nouveaux chiffres de la représentativité syndicale et patronale au niveau national et interprofessionnel. Mais ces chiffres-là ne tombent pas de nulle part, ils tombent des pesées qui sont effectuées dans les entreprises. Et ces chiffres-là servent également au calcul des représentativités syndicales dans les conventions collectives. Et donc, Oui. effectivement, les partenaires sociaux de ces différentes conventions collectives ont commencé à être informés de ces équilibres évolutifs dans les CCN. Pour l'instant, les arrêtés de représentativité officiels ne sont pas parus. Hein. Mais en attendant, dans Mm. certaines CCN, on sait, on a des informations et notamment dans les HR, on a eu l'information, c'est une information très importante, selon laquelle l'UMI est repassée majoritaire à l'opposition. Elle était donc, on l'avait dit, à 47-48% à l'opposition. Et là, elle est repassée majoritaire à l'opposition, c'est-à-dire qu'à elle seule, l'UMI peut s'opposer à l'extension d'accords dans la CCN des HR. L'effet de ceci, la conséquence de ceci est assez simple, en matière de frais de santé en tout cas, c'est que on ne risque pas dans les prochaines années, dans les prochains mois et les prochaines années, en tout cas ça paraît improbable, vu la cristallisation qui existe dans cette branche entre les partenaires sociaux et les assureurs, on voit assez mal comment est-ce qu'on pourrait avoir une issue assez, comment dire, irénique des choses sur la Mm. gestion de HR bien-être, du régime Clésia-Malakoff, puisque, Oui. évidemment, si les partenaires sociaux venaient à décider, si les syndicats de salariés et le GHR venaient à décider de reparler en CPPNI de ce régime-là, pour en Ça faire quoi que ce n'avancerait soit, pas beaucoup. ça risquerait fort, effectivement, de se solder par une opposition patronale Oui. majoritaire à l'extension. Donc, Parce- on a ouais. effectivement une situation un peu comment dire, de non-saisissement paritaire de l'enjeu des HR, des frais de santé dans les HR, qui risque de perdurer un certain temps et oui, dont on voit mal effectivement comment on va pouvoir sortir de cette situation. Et Mm. donc, il faut suivre, quand on veut suivre l'actualité, frais de santé, pour l'instant, c'est que frais de santé, prévoyance, c'est épargné, mais enfin bon, que l'actualité protection sociale complémentaire des HR, il faut à la fois évidemment suivre les données conventionnelles, les données juridiques, mais aussi, et c'est un peu perturbant, j'imagine, s'agissant d'une branche, d'une CCN d'une telle taille, mais aussi ce qui se passe d'un point de vue purement commercial et d'un point de vue purement paritaire.
Ah oui, là, alors c'est vrai qu'on l'a pas rappelé, c'est surtout l'aspect commercial et paritaire qui est important dans cette convention collective. Mais on n'est pas revenu, parce que ça aurait pris beaucoup plus de temps, sur l'imbroglio qu'il y a eu en 2022 avec l'opposition patronale à l'extension et la dénonciation derrière de l'accord par les partenaires sociaux dans les HCR. Mais ça, Oui, oui, oui. c'est donc tout le cadre conventionnel, on va dire, est sans dessus-dessous en matière Tout de à frais de fait, santé. tout à fait. Et même si l'accord de 2022, juridiquement, n'est pas applicable, il sert de point d'attache à l'offre de Malakoff Humanis Ecclesia, forcément, mais aussi à l'offre de Colonna Oui, et de la Mutuelle Générale, oui, forcément. effectivement. On a là affaire à un cas d'école un peu, un peu limite quand même, parce que ça pose quand même des questions de droit et puis de principe. Mais on a affaire un peu à un cas d'école de quelles règles s'appliquent Mm. lorsqu'effectivement, eh bien, il n'y a plus vraiment de règles applicables, entre guillemets, puisque l'accord a été dénoncé, enfin, oui, il a été dénoncé, Mm. il y a eu un refus d'opposition, d'extension en plus de cela. Mais il n'empêche qu'effectivement, il demeure une référence parce que on peut pas, parce qu'on évidemment, l'offre Umi Vitalité est certes moins chère, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi parce que dans un certain nombre de domaines, elle est un peu moins généreuse. Mais elle ne peut pas non plus, cette offre, se permettre d'être complètement, d'ignorer tout à fait les améliorations qui ont été apportées par l'accord qui a capoté, l'accord de 2022. Donc effectivement, on a une situation un peu paradoxale, un peu de droit mou, où on a des bases, notamment en termes de garantie, qu'il est difficile d'ignorer pour les acteurs qui veulent se positionner. On a également un enjeu fort sur la cotisation, sur le niveau de la cotisation. Là encore, on ne peut pas avoir comment dire, il est difficile de se positionner sur ce marché sans prendre en compte le fait qu'on est quand même sur un secteur gourmand en main-d'œuvre, où les marges sont pas énormes, les marges des employeurs ne sont pas considérables. Donc effectivement, il est très difficile de se positionner sans uniquement en regardant les garanties. Il faut nécessairement Mm. arriver avec une politique commerciale entre guillemets assez agressive. C'est d'ailleurs pas pour rien que l'UMI s'était opposé à l'accord de 2022. C'était vraiment au motif qu'il venait imposer un supplément de coût salarial, de coût de main-d'œuvre, qui, nous disait l'UMI, était insupportable pour des entreprises qui effectivement, ne sont pas des entreprises globalement dans ce secteur. Évidemment, les restaurants étoilés, etc., c'est une chose, mais Mhm. qui globalement ne sont pas des entreprises à haute valeur ajoutée, qui sont. D'accord. Bon, donc on l'a compris, il faudra s'en remettre Au suivi aux de lectures, l'actualité, voilà, aux lectures effectivement, de à la veille, Tripaillot oui, tout pour à fait, savoir ce oui, qu'il en est. oui, probablement pendant un certain nombre de mois et d'années encore, Mm. c'est ce qui risque d'arriver. Très bien. Sauf évidemment, ce qui pourrait permettre à la situation d'évoluer, ce serait une dérive brutale, une dérive comptable brutale de toutes les mutualisations, enfin des deux grosses mutualisations. Voilà. Là, évidemment, peut-être que les assureurs finiraient, les partenaires sociaux finiraient par réussir à s'entendre sur la Mm. nécessité de se saisir de cet enjeu également en CPPNI désormais, et non plus seulement de manière implicite et un peu fragile, entre guillemets. D'accord. Très bien. Bon, on a fait le point sur les HCR, donc Je pense qu'on a fait le point. on peut passer maintenant à la prévoyance des services à la personne, qui est un sujet tout aussi baroque, j'ai envie de dire, parce que les services à la personne, c'est quand même une convention collective qui proposait une prévoyance directement liée à une désignation depuis 2013. Cette prévoyance a fait l'objet d'une décision de justice sur laquelle on écrivait récemment. Je vais vous mettre le lien dans la discussion.
qui actait le fait que le régime conclu, signé en 2013, n'était pas obligatoire, n'était pas d'application obligatoire pour les entreprises. Et les partenaires sociaux ont décidé finalement de signer un nouveau cadre de prévoyance dédié à ces salariés non cadres. Et Michael, qu'est-ce qu'il en est donc de ce nouveau cadre? Est-ce que il va lui aussi passer à la trappe, ou est-ce que on peut espérer qu'il soit définitivement applicable à un moment, ce Mais c'est nouvel assez accord? intéressant, effectivement. On l'avait fait un peu pour, il faut bien reconnaître les choses. C'est assez intéressant ce parallèle. Pourtant, ça peut sembler bon, pas forcément lié, mais enfin, c'est assez intéressant au fond ce parallèle entre HCR et service à la personne, parce que c'est un peu le même problème qui se passe. En l'occurrence, on a effectivement des organisations patronales minoritaires qui ont signé un accord prévoyance avec un accord de protection sociale avec tous les syndicats de cette CCN. Et on a effectivement des organisations patronales majoritaires qui se sont opposées, qui ont dit qu'ils n'ont pas voulu de ce texte. Enfin, ouais, elles n'ont pas voulu de ce texte. Et donc, effectivement, elles s'y sont opposées. Je donne la fin, enfin, je donne pas la fin, puisqu'en fait, on en a parlé à plusieurs reprises dans nos colonnes. Ce qui s'est passé, c'est que la négociation a été un peu délicate, un peu tendue, sur la question de l'ancienneté, de la mise en place. Justement, les organisations patronales majoritaires, FESP et SINERPA de tête, avaient décidé qu'il était hors de question qu'il n'y ait pas de clause de désignation de clause d'ancienneté dans ce régime. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait ces organisations-là ne voulaient pas que tous les salariés puissent être intégrés dans le régime Mhm. d'emblée, directement à leur embauche, Mhm. mais qu'il y ait une clause d'un an. Je crois que c'était ça qui avait été dit. Et donc, effectivement, ça, c'était un refus catégorique des syndicats. Et les autres organisations professionnelles avaient fini par dire, bon, donc la FEDESAP et les crèches avaient dit, bon, on se met d'accord, on va quand même aller euh, on va aller outre l'avis de cette organisation, de ces organisations patronales majoritaires, et puis on signe. Bon. Donc il s'est passé ce que les autres avaient promis, à savoir qu'effectivement, elles se sont opposées à l'extension, et donc on se trouve là encore dans une situation un peu où conventionnellement le régime, puisque son entrée en vigueur était quand même conditionnée, tu me le confirmes Léo, par son extension. Oui, l'entrée en vigueur de ce nouvel accord de prévoyance du 6 février 2025, oui, il est conditionné à son extension et il n'entrera en vigueur que le premier jour du quatrième mois qui suivra son extension. Bon, Donc, en admettant que l'accord soit étendu, il ne sera même pas en vigueur tout de suite. voilà. Mais là, de toute façon, effectivement, il ne risque pas d'être étendu, puisque Oui. il y a quelques semaines, les deux organisations patronales, donc FESP et SINERPA, avaient dit nous nous opposons à cette extension, nous nous opposons à cet accord. Oui, à l'accord. Voilà, un certain flottement ça avait suscité un peu de flottement, un peu d'incompréhension, puisque autant des syndicats dans une CCN peuvent s'opposer à un accord, ils peuvent s'opposer, mais Mhm. s'ils sont majoritaires. Mais en revanche, des organisations patronales ne peuvent pas s'opposer à un accord. Elles peuvent s'opposer à l'extension de l'accord. Et c'est quand même une différence non négligeable. Et comme ces deux organisations patronales avaient parlé d'opposition à l'accord, on s'était demandé, on avait pu se demander si ce vocabulaire un peu flottant ne masquait pas le fait qu'elles étaient juste en désaccord avec le texte, mais que, bon, non, en réalité, effectivement, j'ai eu confirmation hier par plusieurs sources de cette CCN qu'il y a effectivement il y a eu opposition à l'extension de l'accord qui a été formulée
par les deux organisations patronales qui n'en voulaient pas. Et donc, cet accord, par le fait, juridiquement, ne pourra pas entrer en vigueur. Ceci Qui étant, pose, enfin, ce qui pose un petit problème. Ça veut dire que dans le secteur, oui, les salariés, là, ils se retrouvent. Et les employeurs, j'imagine, doivent être bien embêtés d'avoir négocié quelque chose de favorable aux salariés dans le cadre, qui soit mort-né, qui soit mis à la poubelle par une partie des représentants d'employeurs. oui, alors effectivement, ça pose quand même, ça a fortement tendu les relations dans cette CCN, très clairement. Très clairement, puisque là, on a eu ensuite, là, on a eu à la suite de cette affaire une rupture du dialogue social, euh, purement et simplement. Les syndicats ayant affirmé que tant qu'il n'y aurait pas de discussion sur l'accord prévoyance, eh bien, ils ne voudraient plus revenir à la table des négociations. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? On n'en sait rien. Mais on avait quand même. Alors, d'un côté, il faut bien reconnaître que l'accord n'était pas. En plus, oui, l'accord n'était pas non plus, comment dire, euh, quand même un accord tout à fait complet, puisque de tête, l'incapacité n'était pas comprise. L'incapacité temporaire, oui, tout à fait. Ouais, n'était pas comprise. Donc on a quand même, dans ce secteur d'activité, la sinistralité doit quand même largement reposer sur ce problème de l'incapacité. Donc on avait quand même un accord qui essayait d'évacuer un peu la question de la surcharge de masse salariale que ça pouvait induire pour les entreprises en ne traitant pas le problème de l'incapacité. C'est aussi une manière de laisser les entreprises gérer leurs propres problèmes, parce que Mhm. certaines sont plus ou moins vertueuses et donc évidemment négocient de gré à gré avec des assureurs. Mais il n'empêche, on peut aussi comprendre les arguments de ceux qui se sont opposés à l'extension en disant, en ne mettant pas une clause d'ancienneté solide, vous, la sinistralité, expliquait ces organisations-là, est concentrée sur les salariés en tout début de contrat, qui viennent là et puis ensuite à qui arrive un sinistre et qui, bah, du coup, voilà, donc effectivement, partant de cette structure-là, avait dit, bah, nous, on n'en veut donc pas de cette clause de cette suppression de clause d'ancienneté. Bon. Donc Oui, effectivement, les arguments s'entendaient. En attendant, la négociation qui a dû durer 2 ans capote complètement. Le dialogue social est rompu. Le secteur qui n'est pas, comment dire, qui ne compte pas parmi les secteurs qui font rêver les salariés en France, bah, ne fait pas parler de lui pour de bonnes raisons. mm, Ne peut pas présenter, là encore, un avantage qui est non négligeable, hein, faut quand même le dire. Pour des gens qui ont des faibles revenus, ça peut être important d'avoir, en cas de coup dur, d'avoir un régime conventionnel de prévoyance. ah oui, Donc, oui. effectivement, on a une situation qui est quand même assez problématique et bon, dont on peut quand même se demander si c'est bien raisonnable qu'on en soit arrivé là. Enfin, bon, ça, chacun effectivement, voit les choses comme il l'entend. Il n'empêche qu'effectivement, ça ne donne pas une bonne image. C'est un peu quand même de ce point de vue-là, comme ce qui s'est passé dans les HR. On a un peu le sentiment d'une forme de gâchis quand même, et Mm. on va dire, de manque d'un caractère raisonnable de la gestion des affaires paritaires. Oui, surtout que donc là, si je ne m'abuse, il y avait dans ce nouvel accord, il y avait quand même la recommandation d'AG2R, Tout à fait. Clésia et le CIRP. Oui. Alors Euh, après, tu fais bien de parler de ça, parce qu'on, dans les faits, on va se trouver dans un système probablement un peu, mais en dégradé, et pas de manière aussi, mais que ce qui se passe dans les HCR, à savoir qu'effectivement, le régime devrait probablement, malgré cette affaire Exister. malheureuse, exister, se diffuser peu à peu, puisque je pense quand même qu'un certain nombre d'employeurs vont finir par se dire, bon, il y a eu cette négociation qui a échoué. Il va probablement y avoir une nouvelle négo quand même à un moment donné, donc un accord à mettre en place à un moment donné. Autant s'y mettre assez rapidement
pour encaisser le coût supplémentaire que ça va représenter, Mhm. pour effectivement ne pas se retrouver au moment où il y aura quand même un accord de trouver, ce qui est souhaité, un peu, voilà, un peu pas défavorisé, mais en tout cas devoir prendre une décision un peu à la hâte, alors que si c'est anticipé, ça va effectivement permettre potentiellement de mieux se situer par rapport à des concurrents, à la fois pour attirer de la main-d'œuvre, mais pas uniquement ça, même pour effectivement répercuter les coûts, le surcoût que Mhm. ça peut avoir, etc., etc. Donc effectivement, AG2R commence à diffuser, à une page dédiée à ce régime, hein, commence à le diffuser. Et puis, il m'a été confirmé quand même que il était fortement recommandé en interne au sein des organisations patronales qu'il avait signées. Elles recommandent fortement à leurs adhérents d'appliquer ce texte, D'accord. voilà, d'y recourir. Et Donc, euh, donc juridiquement, en fait, l'accord n'entrera pas en vigueur, cet mais accord-là dans les n'entrera pas en faits, vigueur. c'est encore, comme c'était le cas dans les HTR, c'est un bon point d'appui C'est pour un texte de proposer une offre. référence. Voilà. OK. C'est tout à fait un texte de référence avec lequel il est difficile de ne pas faire. Hmm. Euh, Il y a une question d'ailleurs qui a été oui, posée. alors sur la mise en place anticipée, Ça, c'est plutôt anticipée par rapport à quoi? Parce que étant donné que l'accord n'entrera Hmm. jamais en vigueur, Celui-ci, en tout cas, non. celui-ci n'entrera pas en vigueur. Donc, la reprise du passif, là, c'est en fonction des négociations et du cadre légal. Il n'y a pas les dispositions conventionnelles ne s'imposent pas. Euh, Oui, donc, en euh, effet, parce qu'il y a pas... là, c'est la négociation qui joue. Euh, mais oui, je crois qu'on a tout dit, hein, sur les services à la personne, la prévoyance des services à la personne, euh, on est face à un cas de figure qui est un peu similaire à la santé des HCR. Oui, et c'est pas impossible, effectivement, qu'avec la dégradation globale des équilibres et la hausse des sinistralités ici ou là, ce genre de situation se reproduise à droite à gauche, et pas Hmm. uniquement dans ces scènes-là, puisqu'on c'est pas toujours évident pour les assureurs de demeurer dans un cadre strictement paritaire. Et une partie des partenaires sociaux le comprend et effectivement, en tout cas, est prête à certains sacrifices, d'autres moins. Et donc, effectivement, ça finit parfois par clasher au sein des CCN. Oui, effectivement, c'est un peu de ça dont il est question. Dans les deux CCN dont on a parlé aujourd'hui, en tout cas. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celles qu'on a traitées là, sur la reprise du passif? N'hésitez pas. Alors, la clause d'ancienneté, eh ben justement, il n'y a pas de clause d'ancienneté. Voilà, c'est ça. En C'est-à-dire revanche, que, les partenaires sociaux, les organisations patronales qui s'opposent, qui se sont opposés à l'extension, à la demande d'extension, eux, ils voulaient qu'il y ait une clause ouais, d'ancienneté. Je ne c'est sais plus ça. si c'était Oui, 4 12 mois, mois, c'était 12 mois, c'était 12 12 mois. mois. Oui, après, peut-être que c'était tombé à 4 mois au fil des négos, mais en tout Je crois cas, que c'était enfin, 4 mois au final mais, qu'ils avaient convenu que ce serait 4 mois. bon, mais le seuil vraiment qui était à l'origine, c'était effectivement, ils voulaient 1 an. Bon, après, ils ont peut-être été prêts à accepter 4 mois, mais en tout cas, il y avait vraiment la volonté que ce soit assez long, parce que Hmm. oui, semble-t-il que la sinistralité était surtout condensée. Alors c'est vrai que c'est curieux, hein, parce que on peut se dire quelle sinistralité. Là, c'est un point de vue la sinistralité qui arrive tôt dans le déroulement d'un contrat. C'est quand même bon, c'est très malheureux si c'est ça, mais le décès, c'est quand même bon. Non, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Donc du coup, enfin, ça serait quand même vraiment curieux qu'une sursinistralité en décès soit observée dans la première année de contrat. Bon. Donc, on aurait alors autrement, c'est l'invalidité. Mais bon, Hmm. là encore, ça veut dire que les entreprises recruteraient des personnes, des salariés beaucoup plus vieilles que la moyenne, d'accord? Beaucoup plus vieux que la moyenne, et donc effectivement arrive l'invalidité.
Bon, semble-t-il que c'est ça, mais on aurait instinctivement, c'est vrai qu'on aurait quand même tendance à penser que la sinistralité qui a tendance à arriver vite, c'est la sinistralité sur l'incapacité de travail. Or, Ah oui, l'incapacité de travail n'était pas en cause, puisque elle elle n'était n'est pas pas assurée par par elle cet n'était pas dans accord-là. l'accord. Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai que ça soulevait quelques questions. Mm. Dans et ça soulève surtout de fond la question de l'attractivité d'un secteur comme celui-ci, effectivement, qui sans nul doute n'est pas assez attractif pour des salariés un peu plus jeunes, un peu plus où la sinistralité est moindre, et qui par le fait se trouvent embarqués dans des négociations pas toujours évidentes. En plus de cela, il faut voir que c'est un secteur, et ça c'est pour le coup différent des HCR, pas complètement, mais en partie, c'est un secteur qui ne maîtrise pas ses tarifs, pas complètement en tout cas, puisqu'une grande partie des tarifs dépend des crédits d'impôt, dépend des subventions d'État, etc. Et donc, effectivement, ça ne favorise pas non plus la disposition de marge de manœuvre assez large on négocie à l'euro près. Voilà. Et donc, effectivement, ça n'a pas favorisé non plus la négociation. Mm. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que d'autres personnes ont des interrogations? Il nous reste quelques minutes sur la prévoyance ou la santé. Alors, pour les HCR, il y a... Alors, juste pour revenir sur les HCR, pouvez-vous nous rappeler les points clés pour HCR? Le texte sera-t-il publié ou encore en attente? Il n'y aura pas, pour l'instant, il n'y a pas de texte sur les HCR. Non, C'est-à-dire c'est que pas les prêt derniers, l'accord de 2022 n'est pas juridiquement imposable, vu il a été dénoncé. Donc, c'est l'accord de 2010 officiellement qui est censé s'appliquer. Et pour l'instant, il n'y a plus aucune négociation sur le sujet. Ou alors, les non, non, négociations non. sont viriles, j'ai envie de dire. Donc, Oui, non, non, donc pour l'instant, en paritarisme. fait, voilà, dans les HCR, il faut plutôt se rattacher aux offres commerciales, enfin, aux Oui, c'est accords ça. conventionnels que je vous ai mis en C'est lien, ça, voilà. aux grilles, voilà, et bâtir des offres à partir de ça. Mais il n'y a Voilà. rien de plus, justement, qui n'existe à ce stade. Et on n'a pas connaissance qu'il y ait des négociations favorables qui puissent avoir lieu. Ah Et non, non, après, non, 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 bah non, il suffit d'ailleurs de regarder la convention collective hein, hmm, sur Légifrance pour constater euh, qu'il y a très peu de choses qui s'y signent. Très peu de textes qui sont signés. On a eu deux textes en 2024 seulement. S'agissant d'une CCN aussi importante, c'est quand même très faible. Et ça dénote effectivement de relations paritaires très dégradées dans ce secteur depuis cette affaire des frais de santé. Oui. hmm. Sur, sur les débats en cours dans les deux CCN, ben, à mon avis, les débats, non, enfin, les débats sont plutôt hostiles. C'est plutôt S'il y a des des débats, combats que des débats, d'ailleurs, oui, effectivement. en tout cas sur ces sujets-là, dans les Oui, ah oui, services à la oui. personne, étant donné que c'est très récent, la signature de texte et l'opposition patronale à l'extension du régime prévoyance des services à la personne, pour l'instant, les débats sont Oui, plutôt hostiles. Mais il y a sûrement des échanges, mais oui. Non, ça il n'y a pas n'aboutira pas grand-chose qui sur. s'est... Non. Il y aura pas de nouvel accord avant un certain temps, sauf Ah oui, bonne oui, non, surprise. non, ça risque d'être difficile jusqu'au moins la rentrée dans ces scènes-là, oui, Hmm. effectivement. Et après, alors sur le HDS qui est de même nature dans les offres Vitalité et d'un côté et bien-être santé de l'autre, ça il faut regarder. Je n'ai pas les informations en tête. Il faut vraiment comparer les deux contrats si vous arrivez à les obtenir, si vous les obtenez, pour savoir exactement si le HDS est de même nature. Mais ça, il faudrait qu'on ait un peu de temps pour se pencher dessus. On peut pas y répondre là comme ça, mais ça peut être intéressant de regarder, oui. Ça pourrait donner un article si jamais il y a des différences.
Et pour le HCR, dans le cadre de la mise en conformité des offres de branche, devons-nous de ce fait être conformes aux offres commerciales? Euh, Il y a pas... le problème de la conformité, il ne se pose pas du tout de la même manière hmm. d'un point de vue commercial que d'un point de vue juridique. D'un point de vue Juridiquement, juridique, juridiquement, la conformité, étant donné que l'accord de 2022 a été officiellement dénoncé, donc n'est plus applicable officiellement, c'est l'accord de 2010 et ses avenants qui sont juridiquement applicables. Donc la conformité devrait plutôt être, dans les HCR en santé, j'entends, devrait plutôt être par rapport à l'accord de 2010 et ses avenants. Maintenant, il faut aussi évidemment, si un acteur veut être concurrentiel sur le marché des HCR en santé, voilà, c'est il ça. faut évidemment se référer non seulement euh, à la Allez. convention collective, tenir compte aussi de l'accord qui a été dénoncé de 2022, parce qu'il ne faut pas être naïf. Il est mis en œuvre en tout ou partie, au moins par les organismes qui devaient, enfin, qui étaient censés le commercialiser. Et il faut évidemment comparer quand même les offres commerciales des grands partenaires de référence, parce que sinon, il peut y avoir des écarts. Enfin, il faut pas se fermer de porte. Oui. Donc, c'est pas Faut une question pas... d'être conforme aux offres Hmm. commerciales, mais en tout cas, faut pas se fermer de porte et il faut être conforme à l'accord de 2010, certes, et surtout à ses avenants, en fait. Mais les offres commerciales des grands partenaires de référence, c'est mieux de se mettre au niveau. Oui, c'est difficile de se prononcer sur un tel marché sans savoir ce que font Mm. les principaux concurrents, les principaux acteurs du marché, effectivement. C'est quasiment impossible. Donc oui. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à mentionner des conventions collectives peut-être ou des régimes sur lesquels vous aimeriez qu'on discute lors de notre prochain pouls des CCN, lors de notre prochaine émission. Je pense qu'on fera une émission euh, d'ici le 20 juillet, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu avant. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie qu'on revienne sur une convention collective, un régime en particulier, mais nous, on aura de toute façon des sujets à aborder à ce moment-là. Oui, on peut regarder Ah oui, le, là, c'est le- important, la 66, oui. Oui, parce que le Syntec, effectivement, c'est une grande Hmm. CCN, mais on en a déjà parlé la dernière fois. Donc, Oui, c'est vrai que alors le Syntec, on en avait parlé dans notre première émission, le pouls des CCN numéro 1. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Tripalio et il y a la vidéo de cette émission qui est disponible. Donc sur la chaîne YouTube de Tripalio, n'hésitez pas à faire un tour, hein. On avait discuté du Syntec à ce moment-là, mais c'est vrai que la CCN 66 FEAP, ça peut être un bon sujet pour oui, 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 la bah oui, prochaine parce fois. qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui s'y passent et c'est pas toujours facile, donc ça peut être assez intéressant. Très bien. Bon. Très bien, bah, écoutez, merci à toutes et tous en tout cas d'avoir assisté à l'émission. Nous, on vous Oui, donne merci à toutes et à rendez-vous. tous. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera donc aux environs du 20 juillet, peut-être un peu avant, on n'a pas encore la date exacte. Bah, écoutez, rendez-vous sur Tripalio hein, pour continuer à suivre l'actualité. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous. Oui, merci, au revoir. Au revoir, Mickaël. Merci. Au revoir, monsieur.